La politique, ça consiste pour beaucoup de gens à se demander s'il faut plutôt être à gauche ou être à droite. Certains se dire apolitiques. On en reparlera, je le dis souvent, mais on en reparlera de ce terme un jour. Mais je vais vous avouer que aujourd'hui, on parle de beaucoup de sujets, on parle de beaucoup de choses hein, dans l'actualité. Il y a de plus en plus de crises que nous n'avions jamais rencontrées auparavant, ou que nous avions déjà rencontrées, mais pas dans ces conditions actuelles. Et je suis assez étonné parce que ce soit de droite ou que ce soit de gauche, en fait, j'ai l'impression que c'est même plus une question de politique, mais simplement de logique. Et j'avoue que ça me trouble parce que, par exemple, aujourd'hui, le sujet dont on va parler, donc, moi, je me considère de gauche, je pense que mes idées sont plutôt à gauche, comme ça il n'y a pas de secret. Et en fait, évidemment, c'est ça qui m'intéresse, c'est de regarder toujours un petit peu sous un autre angle, une opinion différente. Et donc, aujourd'hui, on va parler des grèves. Et je vois pas l'intérêt d'en parler, on va dire, du côté de la gauche, parce que, bah voilà, on pourrait connaître les idées de la gauche, on pourrait se dire, bon, ben d'accord, c'est soutenir les travailleurs, etc. Donc ils sont pour la grève et tout. Non, aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'essayer de le regarder sous l'angle plutôt de la droite économique, et de montrer, et de discuter, en fait, plutôt, parce que de montrer, pas vraiment, mais plutôt d'échanger avec vous, sur la logique, en fait. Est-ce que, est-ce que même c'est logique, en étant de droite, que de soutenir ce genre, on va dire, de décision ou de contre-décision. Bref, je reste assez flou parce que justement, je veux pas détailler mon opinion maintenant, je veux la faire pendant qu'on va lire l'article, puisque j'ai trouvé cet article très intéressant de la RTBF, hein, qui nous dit risque de pénurie d'essence en France, les grèves sous menace de réquisition. Alors ce que j'aime beaucoup, notamment par exemple pour ce qui se passe en France, c'est lire des articles en Belgique. C'est la même chose pour la Belgique, j'adore lire des articles qui analysent des choses qui se passent en Belgique, mais du coup d'un angle extérieur, parce que je trouve que c'est toujours intéressant et toujours, on va dire, plus objectif de la part de ces analyses finalement qui proviennent d'autres pays. Bon, on va dire, sans compter les biais évidemment occidentaux, etc. Mais surtout sous le fait que, bah, du coup, comme, bon, ben voilà, ici par exemple, on est belge, on n'est pas français, c'est beaucoup plus facile de juger, de critiquer, on va dire, les bonnes personnes qu'en France où, ben, forcément, on a un peu la tête dans le guidon et donc c'est moins facile. Ça veut pas dire que toutes les analyses faites en France ne sont pas pertinentes. Bien sûr, je dis juste que je trouve ça vraiment intéressant souvent de regarder un petit peu à l'étranger comment on analyse la situation de notre pays quand il y en a, quand il se passe des choses. Et je fais pareil hein, pour la Belgique, j'aime beaucoup lire des articles qui analysent justement ce qui se passe en Belgique. Parce qu'il y a toujours une vision différente et parfois aussi des points qui sont soulevés et qu'on ne voit pas forcément dans les articles en Belgique parce que on est à fond dedans et on se rend pas bien compte parfois de certains points qui du coup nous échappent hein, parce que on est trop focalisé sur d'autres choses. Bref, risque de pénurie d'essence en France, les grèves sous menace de réquisition. Un article qui semble assez important. Les grévistes des groupes pétroliers vont-ils céder devant la menace de réquisition brandie par le gouvernement? La journée de mercredi s'annonce décisive, alors qu'un tiers des stations-service sont toujours affectées par des pénuries de carburant. Donc pour résumer un petit peu, parce que je suis pas sûr qu'ils vont le faire, eh bien, il y a des pénuries de carburant en France, pas dues cette fois-ci, pour une fois, à la guerre en Ukraine, hein, ni au potentiel réchauffement climatique ou autre, non. Juste par des grèves hein, de la part des travailleurs d'un groupe pétrolier en particulier. Non, chez plusieurs groupes pétroliers, je vois, qui ont décidé de se mettre en grève parce que, notamment,
ils soutiennent une augmentation de salaire. Et donc, eh bien, ils ont décidé d'arrêter de travailler, ce qui forcément empêche les stations-service d'être fournies en essence, puisque si j'ai bien compris, ce sont des raffineries ainsi que des centres qui acheminent l'essence. Bref, c'est presque toute la chaîne de production qui est touchée. Donc c'est assez compliqué, hein, évidemment, d'avoir de l'essence. Et vous connaissez un peu la chanson. Donc plus une pénurie s'annonce, plus les gens vont foncer pour aller chercher du coup de l'essence. Donc ça grandit encore la pénurie. Je voyais d'ailleurs des gens qui rigolaient du fait que Olivier Véran, il y a à peu près une semaine, avait affirmé qu'il n'y aurait pas de pénurie, que tout allait bien et qu'il ne fallait pas se ruer sur les stations essence. Et il y en a beaucoup qui rigolaient de ça en disant mais il mentait, ce qu'il disait c'était pas la réalité et tout. Et je voulais juste faire une parenthèse d'ailleurs dessus, avant de continuer l'article, parce que en fait, si vous suivez un petit peu la Fouloscopie, une chaîne exceptionnelle, hein, je vais vous le mettre en même temps, la Fouloscopie, il expliquait justement qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, ça peut paraître absurde. Tiens, il a changé sa PP, voilà, la Fouloscopie. Je vous invite vraiment à vous abonner, c'est hyper intéressant. Regardez, j'ai vu toutes ces vidéos, la preuve. Euh... Et c'est bizarre, j'ai pas vu celle-là. Bref, c'est pas normal, tiens. Et en fait, la Fouloscopie explique que c'est simplement de la communication de crise, que de rassurer les gens, parce qu'il a été prouvé dans plusieurs études sociales que dire aux gens qu'il ne va pas y avoir de pénurie, ça empêche une partie des gens qui allaient paniquer de paniquer. Et donc, ils ne vont pas se ruer à la pompe à essence ici, par exemple, dans ce cas-ci. Alors qu'au contraire, justement, si on ne fait rien, il y a beaucoup de gens qui vont se laisser emporter par la dynamique de panique et ils vont commencer à aller simplement à la pompe à essence et à aggraver cette pénurie. Parce que c'est ça, en fait, l'absurdité des pénuries. C'est qu'en fait, il y a souvent les pénuries, il n'y a pas de risque de pénurie lorsqu'on annonce qu'il y a un risque de pénurie. En réalité, c'est qu'il y en a un potentiel, mais comme les journaux en parlent, eh bien, ça va aggraver, on va mettre en lumière, en fait, un problème qui n'a pas encore lieu, et ça va faire stresser une partie de personnes. Et je crois que c'est à partir de 8% des gens qui commencent à stresser, ça va créer un mouvement de panique, et les gens vont se ruer, et donc créer eux-mêmes cette pénurie, ce qui est assez absurde et un peu drôle, on va dire, dans un sens. Hein, je trouve ça amusant comme mécanisme. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument calmer les gens, et une façon de le faire, c'est notamment comme d'ailleurs pendant la crise Covid avec le PQ, c'est de dire il y en a assez, rassurez-vous, on gère. Non seulement parce que même s'il y a une vraie pénurie, ça permettra on va dire de moins l'aggraver, hein. Et puis, quand il n'y a pas de pénurie, ça permet de l'éviter. Donc voilà, si ça peut vous rendre service... Enfin voilà, je trouvais ça un peu dur du coup, effectivement. Olivier Véran a peut-être menti, on ne saura jamais. Mais ça fait partie de la communication de crise, et donc pour le coup, c'était probablement pas une mauvaise idée, parce que ça permet effectivement d'avoir un effet. Donc... La journée de mercredi s'annonce décisive alors qu'un tiers des stations-service sont toujours affectées par des pénuries de carburant. Deux possibilités, déposer les armes et abandonner un conflit entamé depuis de longues semaines chez Esso ExxonMobil, comme chez Total Energy pour réclamer des hausses de salaire, ou tenir et prendre le risque d'un épilogue brutal. Sous le feu des critiques de l'opposition, le gouvernement a dégainé mardi la menace d'un recours à l'arme ultime. Tensée par l'opposition à l'Assemblée nationale, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé la réquisition des personnels pour débloquer les dépôts de carburant du groupe Esso ExxonMobil. Alors, ça je vais plus parler aux Belges, hein. Donc comme vous le savez, la France vit des moments troubles dans leur Parlement, dans leur Assemblée, vu que, malgré que, il me semble... Emmanuel Macron ait quand même une majorité. Il n'a pas une majorité absolue, ce qui fait qu'il est un petit peu... Voilà, il y a la gauche qui a beaucoup monté, mais l'extrême droite aussi. Et donc, forcément, dans ce genre de cas, on a la gauche qui va plutôt... Ah pardon, excusez-moi, je ne m'étais pas mis en lecture, donc je vais le mettre maintenant. Et il y a la gauche qui va plutôt se battre pour soutenir les travailleurs qui font grève, alors que l'extrême droite va plutôt se battre pour que les gens
aient droit à leur essence et que les travailleurs ne puissent pas avoir finalement cet impact sur la population. D'autant qu'ici, forcément, ça touche du coup toute l'économie, puisque les gens qui ne peuvent pas se déplacer ne peuvent pas aller au travail, etc. etc. Pas d'accord dans les raffineries. Un accord salarial avait été conclu la veille au sein de ce géant pétrolier par 2 organisations syndicales majoritaires à l'échelle du groupe, mais pas dans ces raffineries. Madame Borne a également évoqué la possibilité de réquisition chez Total Energy. Amorce de dialogue, ce groupe a convié les syndicats représentatifs qui ne participent pas au mouvement de grève à une réunion de concertation et d'échange mercredi après-midi. Si la CGT lève tous les blocages de sites avant demain midi, elle sera bienvenue à cette réunion de dialogue, a précisé le géant français de l'énergie. Donc, on lui met un ultimatum, soit vous arrêtez la grève et on reprend normalement et on peut continuer à discuter, soit vous n'arrêtez pas la grève, mais pas de problème, on vous remplace par ceux qui ne font pas grève, et basta. C'est un petit peu le système qui existe en Belgique d'ailleurs pour les trains. Quand les cheminots sont en grève, il y a, on appelle ça un service minimum qui a fait beaucoup couler d'encre et beaucoup débattre justement, puisque du coup, eh bien, la grève a moins d'impact, puisque forcément, les gens peuvent malgré tout se déplacer. Et vu que les trains sont assez pourris en Belgique, que les cheminots fassent grève ou pas, finalement, on voit pas trop la diff. Bon, ça c'était juste une blague, hein. je rigole, hein. Calmez-vous dans les commentaires. Le gouvernement entend mettre au plus vite un terme à des scènes désormais familières dans tout le pays, ou presque. Des stations-service fermées, d'interminables files d'attente, des prix en hausse et le moral des automobilistes en berne. Ainsi, Elisabeth Borne a souligné devant la représentation nationale la portée de l'accord intervenu lundi chez Esso ExxonMobil. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Ce ne sont pas des accords à minima, les annonces de la direction sont significatives. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. À Gravenchon, Seine-Maritime et Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhône, a enchaîné la première ministre. Donc, elle trouve que les accords qu'a proposé Total Energy, si je dis pas de conneries, sont vraiment... chez Esso ExxonMobil, sont significatifs que les avancées sont prometteuses, et donc elle estime finalement que les grévistes sont en tort de continuer à faire grève. Et déjà, moi je vais souligner quand même quelque chose que je trouve assez, assez grave, c'est que je trouve que prendre comme ça la décision à la place d'autres personnes, c'est... ici, je veux dire, c'est quand même la grève. La grève, ça existe depuis maintenant longtemps. Ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec leurs conditions de travail. C'est un droit fondamental, hein, puisque ça permet aussi d'avoir justement un dialogue avec les entreprises. Et normalement, en fait, c'est pas au gouvernement de tout à coup défendre, on va dire, les entreprises. C'est-à-dire qu'ici... je sais pas, voilà, je vais pas dire, mais je ne sais pas vraiment quelle est la réelle solution. C'est vrai que c'est un gros problème, hein, ces manques de carburant, mais d'un autre côté, c'est un droit légal que peuvent avoir ces travailleurs, et j'avais parlé dans une entreprise de verre d'ailleurs, hein, d'une grève qu'ils avaient subie, et effectivement, c'est des situations parfois très compliquées, très, très complexes, que ce soit pour les entreprises ainsi que pour les travailleurs. Bref, des deux côtés, c'est très complexe, et ça demande d'ailleurs beaucoup de communication et de pas se planter dans la com. Donc effectivement, c'est important. Cependant, ici, pour moi, c'est un peu à sens unique. C'est-à-dire que on a le gouvernement qui dit « Ok, on vous entend, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous a proposé jusqu'ici, mais nous, on estime que c'est bien, donc arrêtez, on va vous remplacer. » Or, pour moi, ça ne devrait pas se passer comme ça. Pour moi, il devrait y avoir un peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour forcer l'accord, il faut que les deux parties fassent des efforts. Ce n'est pas juste la question d'une partie. Et si jusqu'ici, Esso ou Total ont proposé des accords, mais qui n'étaient pas assez ambitieux pour les travailleurs, je ne vois pas pourquoi on impose aux travailleurs en disant « Bon, allez, ça suffit maintenant !» Un peu comme si on les prenait pour des enfants. « Ah allez, ça suffit, maintenant l'accord, il est suffisant, vous arrêtez, hein, sinon, pam pépette, quoi. » Je trouve qu'en fait, ça devrait être beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire qu'il devrait trouver une solution qui non seulement impacte peut-être les grévistes, mais surtout aussi les sociétés. En fait, pour moi, ça devrait être quelque chose qui soit perdant pour tout le monde. Parce que je pense que dans ce cas-là, non seulement la direction de Esso et Total peut-être se dirait « Bon, ok, on doit un peu avancer là, c'est pas possible. » Mais en plus, effectivement, les grévistes se diraient « Bon, c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'on nous aussi, on doit avancer et on doit trouver un compromis. »
Je pense vraiment que là, moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a un peu un sens unique. Parce que maintenant, je trouve que forcer comme ça les grévistes à accepter, entre guillemets, un accord préalable parce que, en fait, on est tous dans le caca parce qu'ils ont fait grève. Enfin, je veux dire, ça va pas. D'ailleurs, n'importe quelle entreprise, normalement, est dans le caca quand elle a des grèves. Et ici, c'est bien parce que c'est de l'essence. Mais bon, bref, ça me dérange un petit peu. Dans le viseur, le ministère de la Transition énergétique a précisé mardi soir que les arrêtés de réquisition du personnel étaient prêts pour les dépôts d'Esso ExxonMobil, mais pas encore pris. Le ministère veut croire à une reprise de l'activité, notamment au dépôt de la raffinerie de Gravenchon. On espère que cette reprise va se poursuivre et qu'on n'aura pas besoin d'avoir recours à des mesures de réquisition, a-t-il ajouté. Il y avait effectivement un peu moins de grévistes mardi après-midi, a reconnu une source syndicale, se refusant toutefois à parler d'une reprise du travail. Le ministère a indiqué qu'un autre arrêté de réquisition était prêt pour le dépôt de carburant Total Énergie de Flandre, près de Dunkerque. Il sera activé si la grève se poursuit demain, malgré l'ouverture des négociations envisagées, a-t-il prévenu. On s'en doutait, a réagi Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité européen Total Énergie Europe, évoquant le caractère stratégique de ce dépôt très important. Selon lui, l'État rencontrerait aussi moins de résistance sur ce site qui compte à peine 120 salariés que sur une raffinerie comme celle proche du Havre qui en emploie 1700, sans compter les dockers voisins. Et on sait que les dockers sont, on va dire, une manne importante, une force importante dans le milieu syndical en fait. Je pense, je crois qu'on l'appelle comme ça, puisque quand ils font des grèves, ça fout la merde économiquement ainsi que politiquement. Donc les dockers ont une grande force et ils sont prêts, souvent, si je dis pas de conneries, ils ont souvent assisté aussi d'autres mobilisations de syndicats et c'est vraiment une des forces des syndicats aujourd'hui. Mobilisation de la CGT. Quoi qu'il en soit, la Confédération CGT appellera en cas de réquisition toutes ses bases, toutes ses structures à rejoindre massivement tous les piquets de grève sur les raffineries, a-t-il prévenu. Autre indice qu'une reddition est incertaine, la raffinerie de Donge, Loire-Atlantique, a prévu de revenir mercredi dans le mouvement. La CGT de Total Energy réclame 10% d'augmentation sur les salaires pour 2022 contre les 3,5% obtenus en début d'année. Le géant de l'énergie a engrangé 10,6 milliards de dollars de bénéfices au premier semestre 2022. En cas de réquisition, on irait devant les tribunaux pour les faire annuler, a également averti Eric Cellini, coordinateur CGT pour Total Energy, tandis que la CGT d'Esso ExxonMobil a annoncé une remise en cause du droit de grève. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de revenir sur cet article, déjà pour avoir votre avis évidemment là-dessus, pour en parler, parce que c'est important de savoir que par exemple ce n'est pas à cause de la Russie, tout ça, mais surtout en fait, pour cette dernière phrase ici, la CGT de Total Energy réclame 10% d'augmentation sur les salaires pour 2022 contre les 3,5% obtenus en début d'année. Et en fait, je voulais parler de ça parce que, justement, comme je vous ai introduit cette vidéo, pour moi, il y a un petit problème quand même ici, avec, par exemple, voilà, les 10,6 milliards de dollars de bénéfices. C'est que, en fait, en Belgique aussi, donc en Belgique, il y a ce qu'on appelle l'indexation des salaires automatique, c'est-à-dire que, légalement, il y a une obligation à chaque fois qu'il y a une augmentation, en fait, de l'inflation, que les salaires augmentent du même montant. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est une mesure intéressante? C'est parce que, du coup, l'idée, c'est de contrer, en fait, la baisse du pouvoir d'achat. Parce qu'on le sait très bien que la baisse du pouvoir d'achat, c'est vraiment la mort d'un pays, c'est la mort d'une économie, puisque au fur et à mesure que les gens ne sachent plus acheter de biens, eh bien les entreprises ne tournent plus, donc ne peuvent plus payer des employés, et donc la boucle est bouclée, c'est finito pipo, on n'en parle plus de l'économie. Or, justement, cette indexation des salaires sert à empêcher, on va dire, le pouvoir d'achat de se détruire. Et pourtant, on parle souvent, les représentations d'entreprises en Belgique, qui représentent à peu près, pour la plupart, plutôt des grosses entreprises que des petites, eh bien, à chaque fois, ils disent « Oh non, il faut arrêter avec l'indexation des salaires, on va pas savoir la payer ». Et ils utilisent un argument, en fait, relativement légitime, de base, qui est « Oui, mais regardez, les petites entreprises ne vont pas pouvoir payer cette indexation des salaires ». Et c'est vrai.
c'est vrai que les petits indépendants, les petites entreprises, c'est celles qui vont avoir le plus difficile à payer, par exemple, 10% de plus à leurs employés. Sauf qu'en fait, il y a un gros problème là derrière, comme je vous le dis, ces fameux syndicats, finalement, un peu d'entreprises, hein, eh bien, elles défendent pour la plupart des grosses entreprises. Beaucoup de grosses entreprises. Elles ont une structure dans leur tête, une idéologie très très libérale, et à chaque fois, elles font tout pour que les grosses entreprises ne soient pas plus taxées, que les grosses entreprises puissent perdurer un maximum dans le temps, avoir un maximum d'avantages, etc. Ils sont complètement dans une idée dépassée du libéralisme, vraiment. C'est assez terrifiant de les écouter, parce que on a vraiment cette impression qu'ils n'ont rien compris à ce qu'il est en train de se produire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils n'ont rien compris ou est-ce qu'ils ont des intérêts? Franchement, c'est parfois à se poser la question. Mais en tout cas, c'est clair que leur discours ne va pas. Parce que, en fait, si aujourd'hui les indépendants ils galèrent autant à payer les augmentations salariales, c'est parce que justement il y a des entreprises comme Total Energy, mais donc pas que, hein, mais en partie comme Total Energy, qui font des bénéfices faramineux, mais qui ne le répercutent pas sur les salaires de leurs employés, qui ne vont pas forcément suivre l'inflation. Enfin, en Belgique, du coup, si, mais sauf s'il y a indexation, s'il y a saut d'indexation des salaires, puisque du coup, ça veut dire un saut. En fait, on appelle ça comme ça en Belgique, donc ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, l'inflation augmente, je crois, en septembre de 10%, donc il y a une indexation de salaire de 10%. Mais donc, si on fait un saut, ça veut dire voilà, ce mois-ci, ce serait supprimé. Donc en fait, il y aurait un saut de 10% en moins. Si par exemple, il y en a un autre de 8% en décembre, les employés n'auraient que les 8% en décembre. Et n'auraient pas 10 plus les 8% encore de décembre. Voilà, c'est parce que ça fait pas 18%, je le sais, c'est un piège. Mais donc, je sais pas combien ça fait. Faites vos calculs chez vous. Pas les faire de tête comme ça. Mais donc ça rajoute beaucoup quand même, c'est important en fait l'indexation des salaires. Et donc quand il y a un saut d'indexation des salaires, en fait, non, en fait, ces entreprises qui veulent absolument garder leurs bénéfices, en fait, c'est pas intelligent et c'est pas intelligent même, je veux le dire, c'est pas mon point de vue de gauche, hein, mais c'est vraiment, je vais dire, même dans un système justement on va dire de droite, mais je dis de droite vraiment de manière générale, hein, que ce soit capitaliste, libéral ou ce que vous voulez. C'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on empêche justement le pouvoir d'achat de garder le même rythme, de garder le pouvoir d'achat au plus haut, ce qui empêche donc les gens d'acheter autant et ce qui va quand même faire mal à l'économie. Et donc aujourd'hui, ça fait mal en premier évidemment aux petites structures, aux indépendants, évidemment, puisque eux, ils sont obligés de payer leurs taxes à 100%, et ils sont obligés de payer l'indexation des salaires, qu'ils ne vont jamais pouvoir sauter, et ce ne sont pas eux, souvent, les premiers bénéficiaires, en fait, on va dire, de ces gros, de ces groupes, par rapport à ces groupes faramineux, leurs bénéfices seront beaucoup moins grands, en fait. Et donc, ils ne vont pouvoir pas forcément bien payés, ou alors tous leurs bénéfices vont tomber peut-être dans les salaires ou des choses comme ça. Ce qui est très compliqué à gérer. Mais en fait, si les grosses entreprises le font, si les grosses entreprises, plutôt que de se dire, ok, en fait là maintenant, parce qu'il y a aussi de ça derrière, ces entreprises font énormément en fait de bénéfices, mais n'oubliez pas que c'est aussi sur le dos des gens. C'est pour ça que j'ai un peu du mal aussi avec, on va dire, les personnes qui sont contre ces grèves et qui se plaignent. Je vais mettre en grand écran maintenant, vous avez eu le temps de lire. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte ici, c'est que ces gens qui se battent là, ces grévistes qui se battent pour avoir une augmentation de salaire, moi ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est qu'en fait aussi ils se battent pour mettre en avant les bénéfices qu'ont eu ces géants de l'énergie et pour dire mais c'est pas juste que tous ces bénéfices leur reviennent dans les poches. Notamment, on voit le gaz augmenter, on voit l'électricité augmenter, on voit beaucoup de prix augmenter aujourd'hui. Et attention, rappelez-vous aussi que pour le moment, on n'est pas encore en pénurie. Pour le moment, tous les prix explosent, alors que on est on vient de remplir toutes nos, parce que ici on parle de l'essence, mais ici c'est un peu. Finalement, on pourrait aussi, je pense, mettre en perspective tout ça avec le gaz ou l'électricité. C'est qu'en fait,
Le gaz, par exemple, ses prix ont explosé, mais il n'y a pas encore de pénurie de gaz. On ne sait pas si on aura une pénurie de gaz cet hiver. Alors, bien sûr, on a peur d'en avoir une. Bien sûr, on pousse les gens à faire attention. Évidemment. Mais si les prix du gaz ont explosé comme ça, c'est parce qu'il y a des mecs, quand même, qui se sont mis autour d'une table, qui se sont dit, bon, ok, enfin, un cartel, finalement, hein, de sociétés de gaz, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le sens économique, hein. C'est-à-dire que ce sont des gars, quand même, hein, donc les entreprises de gaz qui se sont rassemblées, qui ont dit, bon, ben ok, alors rassemblés, on est bien d'accord, hein, que ce soit secrètement, parce que les cartels ne sont pas autorisés dans, évidemment, l'économie capitaliste. Mais donc, on a des entreprises qui se sont rassemblées quand même, soit secrètement, soit via communication, se sont fait comprendre, hein, puisque tout le monde a intérêt, en fait, dans un cartel, tout le monde y gagne, hein, puisque un cartel, finalement, c'est plusieurs entreprises qui se mettent d'accord pour fixer des règles entre elles, pour que tout le monde y gagne. Donc, par exemple, toutes les entreprises de bouffe qui se rassembleraient pour se dire, bon, mais augmentons de 200% le prix de la nourriture, voilà. Mais qui font semblant, du coup, puisque c'est pas légal, que ce sont voilà, des décisions prises les unes à la part des autres. Or, en fait, elles se seraient concertées ou se seraient fait comprendre. Bref. Et donc, on a, pour moi, un espèce de cartel comme ça dans le gaz, hein, puisqu'en plus, il y a les pays, hein, il y a l'économie des pays, etc., et que chaque pays aussi, hein, on va pas se mentir, aimerait avoir un maximum de pognon dans leur poche, et plus ils vendent de gaz, ou plus cher ils le vendent, et mieux c'est. Donc, par exemple, je pense aux États-Unis, mais pas que, hein, on a aussi les membres de l'OPEP pour l'essence qui ont décidé que, bon, ils n'allaient pas produire plus, comme ça, ils allaient garder des prix bien hauts. Donc, c'est aussi hein, assez troublant. Mais donc, ces entreprises, elles gagnent énormément d'argent, mais sur base, en fait, parce que si ça se trouve, il n'y aura pas de pénurie cet hiver, et on aura douillé un max dans ces entreprises, pour finalement avoir un prix qui va revenir à la normale, parce que par exemple, il n'y aura pas eu de pénurie, et que, bah, en fait, au final, elles auront ramassé plein de fric sur des potentiels problèmes qui allaient arriver, une potentielle crise, mais qui ne sera pas arrivée. Et j'ai même envie de dire que même si une crise se profile, vous imaginez les prix déjà maintenant? Imaginez quand la crise sera là. Ça veut dire que du coup, ils vont encore multiplier par 5, 10, 15 les prix. Parce que si on augmente déjà les prix maintenant alors que ce n'est pas encore la crise, combien ça coûtera quand ce sera réellement la crise? Et donc pour l'essence, je pense que ces personnes qui font grève, je pense que d'ailleurs de manière générale, les gens qui font grève, eh bien souvent, c'est pour mettre en exergue une situation et elles permettent aussi une certaine force de frappe. Et en l'occurrence ici, pour ce qui est de ces grévistes de l'essence, en fait, je pense que... Enfin, de ces travailleurs dans l'essence, dans les raffineries, etc. Je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte du bienfait qu'ils pourraient apporter, que leur grève pourrait apporter dans un long terme. Et c'est ça que je voulais un petit peu faire réfléchir, c'est que quelles que soient les opinions politiques, je pense qu'en fait on a tout intérêt à ce que les salaires de ces employés augmentent. Je pense qu'on a tout intérêt à ce que ces employés mettent en exergue que, Total Energy, ils ont ramassé 10 milliards de dollars. Et certes, je peux totalement comprendre que Total Energy puisse avoir des bénéfices, bien sûr, pour pouvoir peut-être prolonger ses activités, investir dans ce qu'ils veulent, hein, entre guillemets, on va dire, soit les énergies renouvelables alternatives, etc., ou encore dans le pétrole, ou j'en sais rien, enfin, je veux dire, quelles que soient ces activités, c'est normal qu'elles fassent des bénéfices. C'est normal, peut-être aussi, vu que c'est le système comme ça, hein, c'est normal aussi que, tant pis, hein, qu'avec la bourse, ils en reversent aussi une partie à leur, aux personnes qui ont acheté des actions, etc. Voilà. Je parle vraiment pas du système ici capitaliste, hein, vraiment, j'insiste dessus. Pour moi, c'est vraiment illogique, quel que soit le système, qu'on ait une société comme ça qui fasse des milliards alors qu'ils sont dans un secteur qui est en crise. Normalement, un secteur qui est en crise ne se fait pas des milliards, en fait. Un secteur qui est en crise, c'est la sauce. Ils font pas normalement des bénéfices records, en fait. Normalement, une société, et surtout quand ce sont des biens comme ça de première nécessité, je trouve que quand c'est une crise qui se profile, on devrait vraiment parler, en fait, de la possibilité pour ces entreprises
de finalement, pour un peu, on va dire, sauver l'économie, pour empêcher l'inflation, de peut-être pas engranger finalement en tout cas, pas autant de bénéfices, qu'ils soient reversés d'une manière ou d'une autre, en fait, à la population. Et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer, c'est qu'on pourrait croire que c'est une vision assez, je pense, de gauche, etc., peut-être communiste ou que sais-je, hein, puisque c'est quand même, on va dire, empêcher à des entreprises d'avoir des bénéfices monstres, et donc peut-être certains de s'enrichir, etc. Mais moi, je veux vraiment penser ça, moi je le pense vraiment différemment, je le vois vraiment différemment, c'est-à-dire que je pense que, en fait, c'est l'intérêt même de ces entreprises. Que ce soit non seulement pour leur image, mais bon, soit, je pense que Total Energy, leur image, ça fait longtemps qu'ils l'ont enterrée. Mais c'est surtout, en fait, si les gens ne savent plus payer les biens de première nécessité, il y a forcément un moment où ces entreprises vont en pâtir. Donc aujourd'hui, les bénéfices qu'ils font, ils les font en fait sur du court terme, et c'est bien joli, et ça donne le sourire pour eux, et ils sont contents, ils nagent dans la thune, mais jusque quand ils pourront le faire? Est-ce qu'en fait, ils ne sont pas en train de creuser leur propre tombe à vouloir être trop gourmands? Pareil pour les entreprises de gaz, hein. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Comment est-ce que les gens vont voir si tout à coup ces entreprises ont gagné des milliards, et que maintenant, après, en sortant de cette crise, les gens sont pauvres et eux sont toujours dans la crise, mais ces entreprises, eux, ça va, et les riches seront encore plus riches, etc. Est-ce que ça a un réel intérêt? Est-ce que vraiment, là, je veux dire, est-ce que c'est vraiment logique, en fait, tout ça? Est-ce qu'on est réellement... est-ce que réellement, on est dans un système capitaliste quand on a comme ça, en temps de crise, des sociétés qui raflent toute la mise et qui en ont rien à foutre du reste? C'était un peu la question que je voulais poser. Et bien sûr, les commentaires sont ouverts pour que vous puissiez y répondre. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager. Et puis, écoutez, eh bien moi je vous souhaite une excellente journée. Bonne chance, hein, voisin français, avec l'essence. Bonne chance aussi pour le reste, hein, puisque tout coûte une fortune aujourd'hui. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités, hein, tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. La bise.